suis à nouveau avec Elliot Alak pour discuter ensemble. Coucou. Cette fois, toujours des étapes préparatoires quand on commence une recherche. Cette fois, on va parler de la question des désaccords théoriques, puisque la dernière fois, nous avons discuté des désaccords qu'il pouvait y avoir dans la littérature scientifique sur un objet donné. On a parlé principalement de désaccords empiriques, en fait. Et là, on va parler d'un deuxième type de désaccord théoriques. Voilà. Et ça va nous amener à dire auparavant qu'est-ce qu'une théorie. Ouais, à discuter de qu'est-ce qu'une théorie, Voilà. qu'est-ce qu'une bonne théorie. Qu'est-ce qu'une bonne théorie. Et pourquoi les gens sont pas d'accord sur quelle est la meilleure théorie. Ouais. Voilà. Petite chanson. Donc on commence par vous renvoyer, si vous n'avez pas écouté, à l'épisode 2 de Métadiscussion, où on parle pendant 1 heure du rôle de la théorie quand on fait de la recherche. Pour revenir vite fait sur cet article, c'était un travail de sciences politiques où les auteurs se plaignaient du peu de rôle qu'avait la théorie selon eux dans les sciences politiques actuellement, quoi. Et au cours de cette discussion, on avait rapidement défini ce que c'était qu'une théorie et comment on validait une théorie. Donc de façon très simple, sur des choses où on mettra tout le monde d'accord. Une théorie, c'est une version simplifiée de la réalité. On peut la comparer à une carte qui représente le territoire. Une théorie est toujours forcément moins détaillée que la vérité qu'elle représente, mais elle est censée servir d'instrument pour pouvoir permettre de naviguer dans la réalité. Une théorie, c'est une carte causale, c'est-à-dire que c'est une relation, c'est une image en fait des relations de causalité qu'on imagine qui existent dans la réalité et qui doit nous permettre ensuite de prédire en fait ce qui va se passer dans la réalité si on a les causes, de pouvoir prédire les effets par exemple, ou si on a les effets, de pouvoir en prédire les causes. Ouais. Donc Gary Becker, lui, il dit les théories c'est des fictions utiles. Nominalisme, on dit les théories sont des instruments commodes. Et tout ça c'est bien pour expliquer que, par exemple, Bourdieu il dit qu'il faut bien faire la distinction entre les régularités et les règles. Et en fait ce qu'on essaye de faire, c'est d'extraire les régularités qu'on observe pour en dégager une règle qui nous permet de comprendre comment les gens pratiquent en fait. Et ça on sait que les gens quand ils pratiquent en fait, quand ils font des choses, ils ont pas en tête la règle que nous on a extrait des régularités qu'on a observées quand on les a regardées. Mais tout ce qu'on peuvent l'avoir, ils peuvent ne pas l'avoir. Ils peuvent l'avoir, mais on sait que c'est pas exactement, enfin on sait que tout le monde ne l'a pas en tête. Donc ce qu'on dit c'est que c'est pas la réalité, mais c'est qu'en tout cas c'est un instrument qui permet de comprendre comment ça se passe. Et si on veut savoir ce que c'est que la réalité, on peut retourner à l'épisode 1 du podcast où on a discuté de ce fameux débat-là. Alors, à partir de là, donc du coup, donc ça c'est une première chose, d'accord ? Théorie, c'est une représentation simplifiée de la réalité. Deuxième chose, une théorie peut jamais être définitivement validée en fait par le travail scientifique. Quand on dit qu'une théorie est validée, on veut dire qu'elle est validée temporairement parce qu'elle présente plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'elle est considérée comme cohérente de façon interne. Déjà, une théorie ne peut pas prétendre avoir expliqué quelque chose par une théorie s'il se trouve que la théorie n'est pas cohérente. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, la théorie est dite validée parce qu'en fait, elle est compatible avec des observations empiriques. D'accord ? Et donc ça implique quand même de dire la base de comment est construite une théorie. Donc une théorie, c'est une grille de lecture de la réalité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on part d'inférences déductives, plus d'inférences inductives comme auparavant. Et donc ça implique que la grille de lecture fournit des hypothèses qu'elle a sur la réalité. Et pour pouvoir vérifier si la théorie est validée ou pas, mais elle n'est jamais définitivement validée, et on va mettre en place des protocoles pour vérifier les hypothèses. Ouais, c'est ça. C'est d'ailleurs ça qui distingue la science de la non-science. Ouais, c'est ça. Aparté. Et ensuite, dans ces processus de vérification empirique, il y en a en gros deux
échelles, quoi. Il y a des vérifications à l'échelle, une échelle micro, à l'échelle des composants de la théorie, en fait, à l'échelle des processus. C'est-à-dire que si donc une théorie, par exemple la théorie de l'agent rationnel, euh, elle est elle amène elle est composée en fait d'un certain nombre de choses. Et par exemple, une des choses dont elle est composée, c'est comment on imagine que les gens prennent des décisions. Et ben, une des premières façons de valider la théorie, c'est de voir en action certains de ces processus de décision et de voir qu'ils ont des aspects rationnels. Et ensuite, la deuxième façon de valider une théorie par les données, quoi, par l'empirie, c'est de la valider au niveau macro, c'est-à-dire on prend toutes les différentes articulations de la théorie, elles sont censées donc être logiques, être cohérentes, on articule les choses les unes aux autres et on en arrive à des prédictions en termes de covariation. C'est-à-dire on prédit que si A augmente, B augmente. Donc par exemple, si les hommes sont rationnels, quand le prix de quelque chose augmente, ils devraient en acheter moins. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est une deuxième façon de valider la théorie. On va pas regarder dans les processus de décision si les gens ont l'air rationnels quand ils prennent des décisions, s'ils ont l'air de faire des calculs, etc. On va juste regarder dans des masses statistiques si quand le prix du Coca-Cola augmente, il y a moins que les gens l'achètent, quoi. Voilà. Et donc là, en gros, la cohérence, les processus, la covariation, c'est les trois façons dont les chercheurs valident ou ne valident pas les théories dont ils parlent, quoi. Ça va jusque-là ? Ouais. Voilà, encore une fois, on renvoie... Vas-y. Parce que comme c'est dit depuis très très longtemps, on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît Une théorie est un arbre. Exactement. Et donc s'il a de bons fruits, c'est une bonne théorie. C'est bon ? Ouais. Alors, donc à partir de là, en fait, il y a quelque chose d'important à dire qui est pas évident pour tout le monde, en fait. On en parlera aussi, on aura un épisode de métadiscussion sur ça, dans le fameux article de Kieran Healy qui s'appelle Fuck Nuance. C'est que les théories, en fait, ont deux caractéristiques. Et ces deux caractéristiques sont deux critères, en fait, qui permettent d'évaluer qu'est-ce qu'une bonne théorie. Et ces deux critères sont indépendants l'un de l'autre. Ces deux critères, c'est la simplicité d'un côté et la puissance explicative de l'autre côté. Donc une théorie, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit le plus simple possible et qu'elle soit le plus puissante possible. Et tu définis la puissance comme étant la capacité de prédiction. La capacité de prédiction. Parce que voilà. C'est ça le but de la science. Exactement. Donc parce que le but en fait d'une théorie, c'est de prédire. Prédire, ça ne veut pas forcément dire prédire l'avenir. Ça veut dire prédire des données inconnues à partir de données connues. D'accord ? Donc ça peut être prédire le futur à partir du présent, mais ça peut être simplement aussi prédire un ensemble de données que vous ne connaissez pas encore à partir d'un ensemble de données que vous connaissez. Alors, on peut dire que on a compris quelque chose si on est capable de le prédire. Voilà. Si on n'est pas capable de le prédire, on ne peut pas prétendre qu'on l'a compris. C'est comme ça qu'on marche dans le... c'est comme ça qu'on traduit en science empirique ces mots-là du quotidien. Et donc du coup, on a deux choses qu'on essaie de faire avec une théorie. On essaie qu'elle soit le plus simple possible, et on essaie qu'elle puisse prédire le plus possible. Pourquoi est-ce qu'on veut qu'elle soit le plus simple possible ? Parce que plus c'est simple, plus c'est commode d'utilisation. Voilà. Déjà. Plus c'est simple, plus c'est un bon instrument. Et comme les théories sont des instruments commodes, plus elle est simple, plus elle est commode. Plus elle est simple, plus elle est commode. Plus elle est simple, moins il y a de risque d'erreur dans son application. Plus elle est simple, moins elle est coûteuse à appliquer. Plus elle est simple, moins il y a de risque d'erreur d'interprétation. En général, c'est de la devise du rasoir d'Occam, qui est l'idée que c'est le critère de parcimonie, c'est-à-dire qu'entre deux explications, il faut toujours préférer la plus parcimonieuse, il faut préférer celle qui demande le moins de paramètres, sachant que le rasoir d'Occam, en général, ce qu'on veut dire quand on l'utilise, c'est entre deux explications qui expliquent autant, sur la même puissance. Et c'est là qu'on arrive au deuxième critère. Puisque le deuxième critère, c'est qu'entre deux théories, on préfère aussi, pas seulement la plus simple, mais aussi celle qui explique le plus. Et donc celle qui, à partir du moins de données possibles, peut prédire le plus de données possible. Un exemple de ça, on peut prendre. Ouais, on peut prendre deux exemples. Ouais. Vas-y. Le premier, c'est la première théorie, par exemple, ce serait celle de l'homme rationnel qu'on a pris tout à l'heure. Ouais. Donc là,
peut faire référence à Gary Becker, etc. Enfin, tout ce paradigme-là de l'humain rationnel, décision rationnelle, etc. Donc, c'est une théorie simple et prédictible, en tout cas plus simple que la deuxième dont je vais parler. Et la deuxième, c'est la théorie de l'habitus. Donc, ça, c'est une théorie qui vient de Bourdieu. Et en fait, l'habitus, c'est les structures qui vont organiser le comportement de quelqu'un et qui vont définir une causalité du probable. C'est-à-dire que quand on prend le paradigme de l'humain rationnel, on va avoir une représentation un peu mécanique des décisions qui sont prises par les acteurs, ou physicalistes, comme il dit Bourdieu en se moquant du paradigme de l'humain rationnel, tandis que quand on pense l'habitus, comme ça définit qu'une causalité du probable ou un champ des possibles, eh bien ça va donner lieu à plus d'incertitudes, mais ça va sûrement être plus représentatif de ce qui se passe dans la réalité, c'est sûr. Et c'est un bon exemple parce que, alors déjà les deux mots que tu as utilisés, tu vois, mécanique et physicaliste, c'est deux mots pour dire simpliste en fait. Ouais. Hein, généralement, mécanique, c'est quelque chose qu'on dit pour dire un mécanisme simple, hein, par opposition à organique, etc., qui est un mécanisme complexe. Et physicaliste, c'est pareil, ça veut dire la physique, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est des petites particules qui se collent les unes aux autres, c'est pas des énormes ensembles de neurones qui interagissent, etc. Et donc, du coup... c'est en gros comme les gens qui veulent penser les humains en robots, et de l'autre côté, les gens qui veulent faire comme si les humains... faire comme si... Qui considèrent que les humains donnent une place à l'incertitude parce que c'est pas juste des programmes qui s'exécutent. Ouais. Ou alors que le programme est trop complexe. Parce que le programme est trop complexe, ouais, surtout ça. Mais du coup, parce que justement, le programme, c'est pas mécanique. C'est électronique. C'est plus compliqué. Donc, mais ouais, donc du coup, ce qu'on voit, c'est que, et donc là, on a le point de départ, en fait, du podcast qu'on voulait faire aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est que le désaccord qui est un désaccord très classique, là, dans les sciences sociales. Entre, d'un côté, on va dire, les économistes dans la mouvance de Gary Becker, de l'autre côté, les sociologues dans la mouvance de Bourdieu, par exemple. La raison pour laquelle ce désaccord théorique est tellement durable, c'est qu'en fait, au cœur de ce désaccord, il y a beaucoup de choses, hein, mais au cœur de ce désaccord, il y a choisir quelle est la meilleure théorie de l'action humaine sur deux critères différents, en fait. Le premier dira, nous, on préfère la théorie la plus simple, et donc faut lire Gary Becker, et Gary Becker va faire ça à chaque fois. À chaque fois, il va dire, quand il écrit sur le crime, quand il écrit sur le suicide, il va dire, moi, en 25 pages, je fais une théorie qui est beaucoup plus simple que les vôtres. Et on peut comparer le travail sur le suicide de Gary Becker, qui fait une 30aine de pages, au travail de Durkheim, qui fait 700 pages. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, moi, j'ai une théorie qui est beaucoup plus simple du suicide. Ce qui veut pas dire qu'elle explique tout. Et ce qui veut pas dire, il y a pas une proportion de cas de suicide qui sont pas expliqués par le modèle de Gary Becker. Et inversement, de l'autre côté, l'analyse de Bourdieu va consister à se moquer comme ça du paradigme de l'homme rationnel en disant, enfin, les gens sont pas des machines simplistes comme ça. Les gens sont pas des particules, des électrons. Donc du coup, on peut pas prédire leur comportement avec autant de certitude. Et que c'est aussi peu de paramètres. Ce qu'on voit là, en fait, a priori, c'est qu'il n'y a pas de raison de penser que dans l'absolu, une théorie plus simple qui explique moins est moins bien ou est mieux qu'une théorie plus complexe qui explique plus. Et ça, c'est ça l'un des thèmes dont je voulais parler, et c'est un thème qui est très important pour moi, en fait. C'est qu'on ne peut pas choisir entre une théorie plus simple qui explique moins et une théorie plus complexe qui explique plus. Tout ce qu'on peut choisir, c'est si deux théories expliquent autant, on préférera la plus simple. Si deux théories sont aussi simples, on préférera celle qui explique plus. Et évidemment, une théorie plus simple qui explique moins, une théorie plus complexe qui explique moins, on va acheter la poubelle. Une théorie plus complexe qui explique moins, on l'achète à la poubelle. Ouais. Voilà. Mais donc du coup, un autre exemple de théorie très complexe qui explique beaucoup, c'est Carl Jung. Moi, j'adore Carl Jung. Et Carl Jung, pour moi, c'est un peu un exemple de théorie plus complexe qui explique énormément. On arrive à quasiment tout expliquer avec. Mais c'est extrêmement complexe. Et donc, du coup, je crois que là, ça fait partie des... moi, j'ai l'impression que la plupart du temps, on ne voit pas tellement les chercheurs être conscients, en fait, de ce problème-là. Je sais pas ce que tu en penses. Dans leur désaccord théorique, on les voit pas tellement être conscients du problème de ces deux critères, en fait. Ouais, totalement. Mais en fait, c'est un désaccord qui transcende tous les désaccords théoriques dans l'histoire, du coup, des désaccords sur les théories. C'est que c'est toujours ce type de désaccord qui se renouvelle tout le temps entre deux théories quand les gens pensent à un même objet. Et ça se reproduit tout le temps comme ça. Entre, en gros, plus ou moins les réalistes et les nominalistes, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que les réalistes, ils préfèrent toujours une théorie plus complexe, mais qui ressemble plus à la réalité.
Et les nominalistes, ils préfèrent une capacité prédictive et simple, et une théorie simple. Ah, c'est vrai que ça se recoupe, ouais. C'est des affinités, c'est comme le tableau de James, tu vois, il y a des affinités. Ouais, il y a des affinités. Quand tu es du côté où tu te déclarerais plus facilement nominaliste, tu es du côté où tu es plus intéressé par la simplicité. Ouais, tout à fait. Même si c'est en réalité un peu plus compliqué que ça quand même, parce que j'en parle en détail, mais bon, en réalité c'est un peu compliqué. Comme je t'ai dit, je préférais qu'on les évite ces étiquettes désormais, mais nominaliste réaliste, comme je t'ai dit à l'étape 1, tu vois. Ouais, mais c'est un bon exemple que je pourrais appliquer. Non, c'est ça, non, je suis d'accord, hein, c'est mais c'est des affinités, on va dire, c'est pas aussi ça. Tu sais, un truc, tu vois, mais c'est sur pour ça aussi qu'ils n'arrivent pas à tomber d'accord. Non, mais un truc où je veux, tu vois, quand on parle d'école comme ça, donc ça peut être une bonne façon d'en parler aujourd'hui, tu vois, quand on parle de qu'est-ce qu'une bonne théorie et pourquoi il y a des accords théoriques. En général, quand on parle d'école, les gens ont tendance à présenter les dichotomies entre les écoles de façon trop exagérée, en fait. De façon, tu vois, et du coup, ça donne l'impression, quand on enseigne les choses, de dire voilà, alors il y a les gens à droite qui pensent ça, et les gens à gauche qui pensent ça, et après on se rend compte que dans le détail, en fait, souvent leurs pensées sont plus similaires que la façon dont on nous avait présenté. Et la personne pour moi qui explique le mieux ça, c'est Abbott dans Chaos of Disciplines. Peut-être qu'un jour on fera un podcast dessus, mais enfin, juste en un instant, juste une seconde. Ce qu'il dit en fait, Andrew Abbott, c'est que souvent quand un chant commence, il y a une position qui va finir par être critiquée par des nouveaux venus, par une nouvelle génération. Et quand ils vont la critiquer, il se peut qu'ils la présentent de façon un peu plus radicale que ce qu'elle soit, quoi. Et à ce moment-là, il se crée une dichotomie, par exemple, entre réaliste et nominaliste, tu vois. Et puis dans la génération suivante, à l'intérieur d'une des deux branches, par exemple à l'intérieur de la branche nominaliste, il va se créer à nouveau une division où une nouvelle génération va reprocher à ces nominalistes d'être trop nominalistes. Et à ce moment-là, on va avoir une nouvelle division entre les nominalistes et les nominalistes réalistes. Ceux qui vont accepter la critique et ceux qui vont dire non, on est vraiment comme ça. Ouais, c'est ça. On défend en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc du coup, il crée ces arbres en fait qui sont découpés en fractales, c'est-à-dire qu'il y a toujours la même division, tu vois. Et il crée ces arbres et il essaie de montrer comment l'histoire des sciences sociales, on peut l'expliquer comme ça, par des fois où se répète en fait la même division, tu vois. Et ce qui fait qu'à la fin, on a quasiment personne sur les branches entièrement radicales. Et ce qu'on a, c'est on a des gens qui sont un peu nominalistes sur ça, un peu réalistes sur ça, un peu nominalistes sur ça, et parce que les positions, comme on vous les enseigne en fait, quand vous êtes étudiant, souvent les tendances de façon un peu simplifiée, un peu simpliste, mais dans la réalité, c'est trop simpliste, tu vois. Voilà, exactement. Ouais, c'est trop simpliste. Ouais. C'est trop simpliste. C'est-à-dire que ça prédit pas grand-chose au bout d'un moment, parce que dans la réalité, il y a pas grand monde qui est complètement d'un côté ou complètement de l'autre. En revanche, ce qu'on a, c'est plutôt des affinités. Donc je préfère sa présentation à lui, je trouve qu'elle est assez simple quand même. Elle est quand même assez simple, et quand même assez élégante, et elle explique beaucoup. Donc là, pour le coup, j'en vois à ça. Donc en général, et c'est pareil là sur, tu vois, en gros, tous ces grands désaccords théoriques, en gros, souvent, plus on parle de quelque chose de très large, de métathéorie, etc., moins les gens sont radicaux, en fait. Même si ça existe, hein, des gens qui sont très très radicaux sur tout le truc, mais moi, je sais pas, c'est clair ou pas? Ouais, très. Ouais. La théorie des champs de Bourdieu appliquée à la science, qui est une théorie très importante, qu'on renvoie à un article qui s'appelle Le champ scientifique, dans les années 70, et qui est revenu à la mode il y a une dizaine d'années peut-être, enfin qui maintenant est une théorie qui est très employée, quoi. Elle permet en fait de comprendre les enjeux concrets qu'il y a derrière les désaccords théoriques. Bourdieu, en fait, son idée, c'est que donc les gens qui opèrent dans un champ, tu veux définir le champ ou pas? Un champ, c'est un espace de force. Un espace de force. Il y a des positions. Ouais. Et où il y a une distribution du capital qui est inégale. Et chaque position correspond à un capital qu'on détient. Très bien. Donc prenons par exemple l'académie, d'accord? Donc dans l'académie, on a un champ, le champ des physiciens français par exemple, d'accord? Et ce champ des physiciens, c'est un champ de force au sens où c'est une compétition et des physiciens qui ont plus de capital que d'autres, quoi. Quels capitaux il s'agit? Il s'agit de symbolique. Un capital symbolique, de réputation, etc. Et un capital qui peut être traduit ensuite, qui peut être, ce capital il peut être exploité, quoi. Ouais. Et donc du coup, à partir d'une très bonne réputation, on peut obtenir davantage de postes, davantage de financement, etc. Et donc les gens essayent d'être en haut de la pyramide. L'intérêt de la théorie de champ de Bourdieu, c'est qu'en fait, elle explique que
les chercheurs, s'ils sont rationnels et égoïstes, d'accord, ils sont amenés à deux comportements qui peuvent paraître contradictoires par moments. Et notamment, on va dire Bourdieu, une très jolie phrase, va dire ils sont intéressés au désintéressement. Pourquoi? Parce que en fait, il y a deux enjeux pour eux. D'abord, il y a l'enjeu d'être tout en haut de leur champ, le plus haut possible, le plus haut qu'ils peuvent de leur champ, d'accord. Et ensuite, il y a un deuxième enjeu, c'est qu'il faut que leur champ soit le plus haut possible du champ des champs. C'est-à-dire que, prenons l'université. Dans l'université, il y a des disciplines. Et ces disciplines, elles sont plus ou moins valorisées les unes par rapport aux autres. La physique est beaucoup plus valorisée que l'anthropologie. Et donc, du coup, les budgets qu'il y a en physique sont beaucoup plus élevés que les budgets en anthropologie. Et donc, un chercheur en anthropologie, par exemple, il a deux intérêts égoïstes. Le premier, c'est d'essayer d'être le plus haut possible du champ anthropologique. Et le deuxième, c'est que le champ anthropologique lui-même soit le plus haut possible dans le champ des champs. Et donc ça amène en fait à des comportements qui peuvent, enfin, ça amène à des injonctions qui peuvent parfois être contradictoires ou parfois être problématiques. Par exemple, quand on veut monter dans la compétition, il faut faire attention à pas dévaloriser ses adversaires au point qu'on dévalorise le champ tout entier. Et donc, c'est pas la même compétition qu'une compétition où on n'aurait pas d'enjeu sur le champ en général. Voilà. Et donc, quand on revient maintenant au désaccord entre théories, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, quand les chercheurs sont pas d'accord sur les théories, il y a aussi un enjeu personnel. Ça. Donc, ces deux enjeux, du coup, ça serait quoi? L'intérêt au désintéressement, c'est quand on veut quand même soutenir quelque chose qu'on considère être quelque chose qui est bien pour le champ, du coup. Ouais. Donc là, c'est quand on défend une théorie, mais qu'on va pas prendre la théorie qui est par exemple la plus complexe et la moins simple. On va pas soutenir ça, puisqu'on a quand même un intérêt pour le champ, et on veut pas que les autres champs ils se moquent de nous. Mais en même temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même avoir intérêt à ce que ce soit sa théorie qui triomphe plutôt que l'autre. Exactement. Et c'est comme ça qu'on comprend un certain nombre de désaccords. Il y a aussi un truc de stratégie de champ qui se fait souvent, c'est que les gens, par exemple, qui sont comme si on pouvait, je dis ça comme si on pouvait mettre les gens sur un classement dans un champ. Mais pour l'imaginer, en gros, quelqu'un qui est deuxième dans un champ, c'est un truc qui se voit souvent, il a intérêt en fait à diviser le champ en deux pour lui être premier, mais dans un autre champ. Parce que comme il disait Bourdieu, on préfère être roi sur un petit territoire que l'assistant du roi sur une terre plus grande. Et donc c'est un truc qu'on voit souvent, et là le problème c'est que pour peu que le sous-champ qui est en train de se créer, il soit pas valorisé par rapport à l'autre champ, il a quand même perdu, en fait. Et donc là, on comprend un certain nombre de désaccords entre non, on parle pas de la même chose et il faut créer un autre champ. Ce genre ça permet de un peu. Ce qui se fait en passant est aussi une technique de Schopenhauer dans l'art d'avoir toujours raison. Ah ouais? Ouais, une de ces techniques, c'est l'art d'avoir toujours raison. C'est un livre de sophisme en gros, où il donne plein de techniques pour briller en société, en disant de toute façon on s'en fout, les gens comprennent rien à ce que vous dites, donc je vous donne juste des petits trucs comme ça. Et un de ces trucs, c'est de dire non mais je parlais pas de ça en fait. C'est genre quand quelqu'un vous met en désaccord, il dit non mais je parlais pas de ça, et comme ça comme quoi tu peux trouver des correspondances entre les trucs. Ouais, donc du coup il y a deux choses, c'est-à-dire que les gens, on est toujours en train de parler là, de préparer sa recherche et de lire ce que d'autres gens ont écrit sur le thème qui vous intéresse, quoi. Et donc il faut arriver à comprendre pourquoi les gens sont pas d'accord, et ils sont pas d'accord à la fois pour des raisons personnelles. C'est-à-dire qu'ils ont un certain capital à défendre en fait, et pour des raisons de conviction, et les deux sont superposés. Et ce qui est Bourdieu, c'est que les deux sont superposés, d'accord. Et donc ils mobilisent des arguments de fond auxquels les gens croient, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de faire leur carrière en sociologie et pas en économie par exemple, parce qu'ils croient que l'argument est plus défendable, d'accord. Donc du coup ça permet de comprendre tout de suite pourquoi les gens mobilisent certains types d'arguments, et ce qu'on va voir, c'est que du coup ça rend les choses assez prévisibles. C'est-à-dire que en général quand tu vois un tel, tu dis ah oui, un tel, je sais ce qu'il va défendre. Bon. Et en même temps ça permet de comprendre aussi sur quoi il y a du désaccord. Il y a du désaccord notamment quand une théorie est plus simple et explique moins, une théorie plus complexe explique plus simple. Ouais. Ça permet de purger les désaccords inutiles et des désaccords utiles en fait. Ouais. De sélectionner. Ouais. Donc la dernière fois, on disait comment est-ce qu'on sélectionne en fait les théories qui sont des bonnes prétendantes lorsqu'on s'intéresse à un objet. Et là, ce qu'on dit, c'est comment comment est-ce qu'on purge du coup les désaccords empiriques qui sont inutiles, donc quand les gens parlent pas du même objet. Et là, aujourd'hui, on dit qu'est-ce qu'une bonne théorie, et du coup, conformément à cette définition,
comment est-ce qu'on vire en fait tous les désaccords qui sont des désaccords qui ne devraient pas exister. Donc des désaccords de champs qui n'ont pas de sens, ce qui peut arriver, ou quand on comprend que c'est un désaccord qui n'a pas la pertinence qui donne l'apparence d'avoir. Et le deuxième truc que tu peux expliquer pour les désaccords théoriques, c'est la courbe de Rock, puisque c'est une manière théorique d'expliquer ce qu'on a dit. On peut finir par ça. Alors d'habitude, la différence la concurrence entre deux théories n'a pas d'enjeu très fort en dehors de l'académie, d'accord. D'enjeu très direct, je veux dire. D'enjeu très fort, bien sûr, mais d'enjeu très direct, non. Sauf dans certains domaines, et en fait, dans certains domaines, il s'agit de petites théories. Et principalement, en termes de travail de détectement de signaux, traitement de signaux, en médecine et en criminologie. Il y a certains débats où on a des désaccords sur des mini-théories qui sont en fait des théories de repérage ou de diagnostic, d'accord. Et ces désaccords sont tranchés en fait par un modèle qu'on appelle la courbe de Rock. Rock, ça veut dire Receiving Operating Characteristics, les caractéristiques opératoires du récepteur. Et c'est intéressant parce que j'ai travaillé sur les courbes de Rock quand j'ai fait mon mémoire d'HDR qui portait sur l'efficacité de la prison, etc. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que ces courbes, elles consistaient à essayer de classer des petites théories, pas des grandes théories, mais des petites théories. Par exemple, c'est quoi le meilleur critère diagnostic du cancer? Bon, voilà, donc on va avoir plusieurs théories pour comment diagnostiquer un cancer. Et quand les médecins veulent décider quelle est la meilleure méthode de diagnostic, eh ben ils doivent trancher entre des théories qui sont plus simples et qui expliquent moins, théories qui sont plus complexes et qui expliquent plus, etc. Et donc ils peuvent pas toujours trancher dans l'absolu. Et donc du coup ils ont recours à cette méthode. Et alors on mettra un lien là pour qu'on puisse voir à quoi ressemble la courbe en question. Mais en gros une courbe de Rock, ce que c'est que c'est une représentation de la façon dont quand un modèle gagne en sensibilité, eh bien il capture de plus en plus de vrais positifs, mais aussi de plus en plus de faux positifs en même temps. Donc par exemple, je veux une méthode de détection du cancer. La méthode peut prendre en compte plus ou moins de choses, plus ou moins de variables, elle peut devenir de plus en plus complexe. Plus elle est complexe, plus il y a de chances que je réussisse à repérer tous les gens qui sont cancéreux, mais aussi que je repère à tort, que j'identifie à tort des gens qui sont cancéreux alors qu'ils ne le sont pas. Bon. Et donc du coup, ces courbes, en fait, ce qu'elles permettent de faire, c'est qu'elles permettent de visualiser plusieurs méthodologies, les unes à côté des autres, en fait, et de voir comment, à divers degrés de sensibilité, ces théories sont meilleures sur un des deux critères. Ce qu'elles permettent de faire, c'est d'éliminer immédiatement les modèles qui perdent en simplicité sans gagner en puissance, et inversement, elles permettent de les éliminer immédiatement, et en revanche, elles permettent pas de trancher entre théories qui expliquent et qui sont simples. Voilà, c'est ça. Mais permettent de se représenter en fait toutes ces choses-là. Ensuite, comme on a comme il s'agit de champs appliqués là dont on parle, ou des applications très concrètes et très directes, les gens qui opèrent dans ces champs veulent un critère unique pour trier en fait les différentes théories. Et donc ils utilisent comme critère l'air sous la courbe de Rock, c'est l'intégrale de la courbe. C'est quelque chose que j'avais critiqué sur la récidive, enfin peu importe, c'est pas important ici. Mais du coup, ouais, cette courbe, elle permet bien de se représenter comment, parce qu'en fait, entre deux théories, on peut toujours imaginer. En fait, quand on a une théorie, on peut toujours en imaginer une plus simple qui explique moins. Voilà, et on peut toujours en imaginer une plus complexe qui explique plus. Et donc du coup, c'est le degré de sensibilité. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, ce n'est pas en soi. C'est pas en soi un argument, et on en reparlera bientôt puisque c'est aussi l'argument de Karen Healy dans Fuck Nuance qui dit quand on me dit ma théorie n'est pas assez nuancée, il dit c'est pas un argument. C'est un vrai reproche. Ouais, c'est pas un argument. Voilà.
Bon, on est bien? Ouais. Allez, bah à bientôt alors. Hein.